Ah, elles sont belles ces petites coques, elles sont belles. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue si t'es là pour la première fois, je m'appelle Thomas et je fais des vidéos chaque semaine sur cette chaîne YouTube, notamment sur l'impression 3D. Aujourd'hui on va voir ensemble comment obtenir ces magnifiques coques de téléphone multicouleurs grâce à une technique d'impression qui existe déjà depuis un bon moment dans le monde de l'impression 3D. Je m'y suis intéressé tout juste récemment car j'ai pas mal d'échantillons et de bobines difficiles à terminer. Donc c'est l'occasion pour moi de les utiliser et de jouer un petit peu avec toutes les couleurs que j'ai en stock. Alors je vais vous expliquer tout ça. En plus, il n'est pas nécessaire d'avoir une imprimante 3D spécifique pour obtenir ce genre de rendu. Donc si vous possédez une Ender 3, une AlphaWise U20 ou la dernière des 12 que j'ai présentée sur la chaîne, eh bien toutes ces machines en mono-extrudeur feront parfaitement l'affaire. Juste avant de commencer, si tu as des questions, je t'invite à rejoindre mon serveur Discord. On a une super communauté, donc si tu as des petits soucis sur ton imprimante ou que tu te poses des questions et que tu n'es pas sûr sur ton premier achat, n'hésite pas à nous rejoindre. C'est tip top! Allez, on va commencer. Je vais vous montrer de A à Z comment j'ai réalisé ces coques. C'est parti! Pour obtenir ce rendu multicouleur, c'est pas compliqué. Le principe est de faire des pauses pour que l'impression s'arrête et nous donne le temps de changer le filament manuellement. On est donc libre d'utiliser n'importe quelle couleur du moment qu'on vient bien purger la buse. Et il faut savoir qu'on n'est pas limité sur le nombre de couleurs, simplement le processus sera plus long en fonction du nombre de couleurs qu'on utilise. Ça va assez vite, je vais vous montrer quelques astuces et vous allez voir que c'est pas si compliqué. La première chose à faire, vous vous en doutez, c'est de trouver un objet à customiser. Dans mon cas, je l'ai ici, c'est mon iPhone 7. J'ai récupéré tout simplement une coque de téléphone sur le site de Thingiverse qui me paraissait pas trop mal et je n'ai pas hésité à regarder dans la catégorie des makes pour être sûr du rendu final. Je l'ai ensuite ouvert sur mon logiciel Fusion 360 et pour commencer à le modifier, je dois le convertir en birep. Pour cela, il faut être sûr de ne pas capturer l'historique de montage. Et malheureusement ici, la conversion en birep n'est pas possible car il y a un trop grand nombre de facettes. On réactive alors l'historique de montage et l'astuce, c'est de faire un clic droit, Edit sur le STL. Ensuite, on va dans Modifier et on clique sur Réduire pour diminuer ensuite le nombre de facettes. Je peux maintenant convertir mon fichier STL en birep et si ça ne fonctionne toujours pas, ne pas hésiter à refaire la manipulation une deuxième fois ou une troisième fois. Si vous maîtrisez un peu Fusion 360 ou tout autre logiciel de CAO, je vous encourage à faire votre propre modélisation car jouer avec des fichiers STL, c'est pas le top, c'est pas toujours évident de jouer avec et on peut se retrouver avec des erreurs logicielles. Voilà. Donc le top, c'est de faire votre modélisation. Après, rien ne vous empêche de faire comme j'ai fait là, c'est très bien aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse un tuto Fusion 360 pour la modélisation d'une coque de téléphone, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Pour bien préparer la surface qui accueillera mon futur dessin, l'idée est d'extruder légèrement la coque sur 0,2 mm et d'extruder une deuxième fois mais en créant un nouvel objet de 0,2 mm également. On a ainsi une coque en deux objets dont une dédiée uniquement à notre customisation, étape clé pour que l'impression fonctionne bien. Ma coque est prête, maintenant je vais trouver un design ou une image de référence qui me plaît. En ce moment je suis à fond dans la dernière série de Star Wars, #Baby Yoda. Donc je vais essayer de faire une coque avec le Mandalorien et une autre avec bébé Yoda. Trop de pub pour Disney+. J'ai trouvé cette image d'une coque déjà réalisée vraiment sympa et je l'importe sur Illustrator pour commencer le détourage. Rien de très compliqué, on prend la plume et on détourne notre image réglée sur opacité 50 et bien adaptée sur un gabarit taille réelle. Si vous ne possédez pas de licence Adobe, je vous recommande d'utiliser Inkscape qui est gratuit pour cette étape. Avec un tuto de 15 minutes accéléré en x2 sur YouTube, vous aurez assez de matière pour vous en sortir rapidement. Sinon, dernière solution, vous pouvez directement faire une esquisse sur Fusion 360 avec l'image opacité 50, mais perso c'est pas très agréable de faire de cette manière-là, donc ayez à l'esprit que des parties trop petites ne seront pas bien gérées par l'imprimante. L'astuce ici est d'aller dans les préférences logicielles et de convertir l'unité des traits en millimètres et de choisir par la suite une épaisseur multiple de 4 correspondant à une buse de 0,4 mm qui est généralement installée sur toutes les imprimantes. Selon d'autres tutos que j'ai regardés, l'épaisseur idéale semble être 1,2 mm et on est reparti pour un tour.
Une fois cette étape terminée, je sélectionne mes traits, je vais dans Objet et je clique sur Décomposer. En quelque sorte, cette action va détourer mes traits pour avoir de belles esquisses par la suite. J'exporte ensuite mon design en format DXF. De retour sur Fusion 360, je peux insérer ce fichier DXF sur la surface au dos du smartphone et j'obtiens une belle esquisse que je positionne selon mon envie. Pour éviter d'avoir une tonne de parties à colorer par la suite, je viens épurer un peu cette esquisse en coupant les débordements avec l'outil Trim, qu'on appelle rapidement avec la touche T, et je prends mon temps pour cette étape pour un résultat tip top, mesdames et messieurs! Quand j'ai fini, je vais créer des dossiers par nom de couleur pour bien m'organiser et je vais dupliquer dans chacun de ces dossiers ma surface que j'ai préparée tout à l'heure, que je vais renommer également du même nom que les dossiers. Je fais bien attention de positionner mon esquisse en fin d'historique. Je sélectionne par exemple la partie que je souhaite en noir et j'appuie sur E pour extruder à travers toute la pièce. Je clique sur Intersection et dans le petit menu, je choisis l'objet à découper qui est ma surface en noir. Je déplace toutes les découpes générées dans le bon dossier et en ajoutant la couleur correspondante, j'ai un joli rendu et on peut voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble. Et je recommence cette manip pour avoir toutes les autres parties de mon dessin selon les couleurs que je souhaite. Pour finir, mesdames et messieurs, je vais exporter chaque groupe en STL pour avoir une pièce dédiée à chaque couleur. Pour cela, il faut cacher tous les autres composants en appuyant sur la touche V, excepté du coup le groupe qu'on souhaite exporter, faire un clic droit sur ma pièce générale et sauvegarder en tant que STL. On vérifie bien ensuite sur la visionneuse 3D qu'on a enregistré les bonnes parties et on peut passer à notre dernière étape logicielle sur Simplify 3D. J'importe tous mes STL et pour les regrouper parfaitement comme par magie, je vais dans Edit et je clique sur Align Selected Model Origins. J'ai maintenant toutes mes pièces bien positionnées. Je vais maintenant pouvoir créer un G-code pour chaque partie et que je viendrai imprimer à la chaîne. Mais avant, dans les réglages d'impression super importants, il faut ajouter une rétraction verticale de la buse de 0,8 mm pour éviter qu'elle fonce dans les différentes parties déjà créées. Il me semble que sur Cura, cette option s'appelle Z-Hop. Z-Hop? Z-Hop? Ouais, Z-Hop. On veut également une hauteur de couche de 0,1 mm. Et on diminue la vitesse sur la première couche à 30%. Super important la première couche. Pas de jupe, un remplissage à 100%, pas de support, température et ventilation normale selon vos PLA. Et dans le script, très important pour la fin d'impression, vous copiez et supprimez le script déjà présent pour le mettre de côté et le remplacer par cette ligne de code. Ça permettra à la buse de se déporter en fin d'impression, de retirer le filament tout en gardant les températures de chauffe. On peut ainsi changer la couleur pendant cette étape. Pour la vitesse d'impression, je vous conseille de ne pas imprimer trop vite, donc 50 mm par seconde maximum, et dans les paramètres avancés, bien sélectionner Avoid Crossing Outline for Travel Movements. Ça effectue en fait le Z-Hop pas seulement sur les rétractations, mais sur tous les déplacements. On sélectionne un modèle qu'on vient exporter sur notre carte SD et on répète cela pour tous les modèles. Ça y est, niveau logiciel, c'est terminé. Vous avez vu, il y a quelques réglages, ce n'est pas non plus très compliqué. Si vous utilisez déjà un peu Fusion 360, vous avez vu que c'est pas non plus très compliqué à ce niveau-là également. On se lance maintenant sur l'imprimante, mais avant de se lancer tête baissée, on n'oublie pas d'avoir un plateau vraiment bien réglé. La première couche doit être parfaite. Si votre plateau n'accroche plus trop, eh bien utilisez de la laque, lien dans la description. Préparez votre espace de travail, la petite poubelle conçue par Heliox pour les résidus, une pince coupante et les filaments de couleur souhaités sur le côté et le téléphone pas loin pour la story et on lance notre premier print avec la bobine correspondante. Une fois ce dernier terminé, la buse, comme prévu, se déporte sur le côté. On peut changer de filament. On va dans le menu de l'imprimante pour insérer ce dernier et bien purger la buse. Ça, c'est super important pour avoir de belles couleurs. N'hésitez pas
à réitérer l'opération de purge pour être sûr d'avoir une belle couleur et on imprime la partie suivante. Pour un premier essai, le résultat est hyper stylé. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien fonctionner, sachant que j'ai utilisé un PLA avec du liège pour la couleur marron. Donc j'étais pas très serein sur cette couleur, mais au final ça rend plutôt pas mal. Évidemment, il y a encore des défauts à corriger. La coque n'est pas très bien sortie, il y a pas mal de défauts. En plus, ça a l'air assez fragile, ça s'est cassé sur l'un des côtés. Donc pour la coque de téléphone, je pense que je vais la refaire moi-même. Sinon, au niveau de la taille, bah ça s'emboîte plutôt bien. Enfin, si on la pète pas, quoi. Elle est pétée, mesdames et messieurs. Bon, c'est pas grave, je vais m'améliorer, hein. Mais sinon, regardez le rendu. Le rendu est vraiment sympa, hein. Franchement... Moi, j'aime beaucoup. Je vais quand même vous montrer mes autres essais. Je ne me suis pas arrêté là. Le défaut que j'ai également sur cette coque, c'est qu'on voit des petits trous. Le filament ne s'est pas parfaitement bien étalé. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour mes prochains essais, je vais remonter un petit peu le plateau pour que la buse frotte encore plus le plateau et vienne étaler encore plus le PLA. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'obtiens cette deuxième coque. Alors là, par contre, le PLA liège, il n'a pas trop aimé. Par contre, au niveau des couleurs, ça s'est bien rempli, on n'a pas de petits trous. Et puis là, pour le coup, je commence à trouver les bons réglages. Et puis, je suis assez content du résultat, hein. Franchement, le petit bébé Yoda, super content, super content. J'avais également en stock du filament PLA couleur métallisée venant de chez Francophile. Merci à eux d'ailleurs de me les avoir envoyés gratuitement. Je me suis dit que pour l'armure du Mandalorien, ça serait vraiment génial. J'ai obtenu un super résultat, jugé par vous-même. Alors, c'est vrai que c'est pas aussi mignon et pas aussi cute qu'un bébé Yoda, on est d'accord. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il y a un petit peu les reflets métallisés. Et j'ai principalement imprimé ces coques-là avec ma Sidewinder X1. J'ai voulu vous montrer également que c'est entièrement faisable avec d'autres imprimantes. J'ai imprimé celle-ci avec la D12. Voici ce que j'obtiens avec toujours des filaments métallisés. Donc on peut voir que le résultat, il est quasi identique, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. Après, sur cette pièce-là, j'ai eu quelques petits soucis de stringing sur le côté. La pièce n'est pas parfaite. Il y a encore des petits réglages à bidouiller, notamment au niveau de la rétraction, à mon avis. Même si les coques ne sortent pas parfaitement sur les deux machines, franchement, la technique fonctionne plutôt bien, hein. Nickel, nickel. Après, étant donné que c'est du PLA, l'utiliser en tant que coque de téléphone, c'est sûr que ça ne sera pas aussi efficace qu'une coque Rhino Shield. Cependant, je viens de voir ça, on peut utiliser de la résine époxy transparente qui va venir rendre la coque beaucoup plus résistante au choc. Ça peut valoir le coup si vous ne faites pas tomber votre téléphone tous les jours. Voilà, j'espère que cette technique a été un petit peu remis au goût du jour avec cette vidéo. Ça date de assez longtemps, mais moi personnellement, j'avais jamais testé. N'hésitez pas à me faire mention sur Instagram si vous vous lancez dans quelques prints. Et pour terminer cette vidéo, pour ceux qui me demandent des nouvelles du projet Setup, alors le projet, notamment avec le clavier mécanique, est toujours en cours. J'attends toujours des pièces pour pouvoir le continuer et puis avoir assez de matière pour en faire une belle vidéo. Je me lance également dans la résine très bientôt, j'ai encore jamais testé ça, je vous en ferai part sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, le gros pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!